J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Et salut à tous et bienvenue pour votre dose de comics hebdomadaire. Cette semaine c'était un peu compliqué pour l'équipe puisque nous avons eu trois malades, on va dire. Non, il y a eu des problèmes familiaux, ce genre de trucs. Donc j'ai dû demander en urgence à Faye Salut Faye. Oui, bonjour James, bonjour tout le monde. J'ai dû demander en urgence qu'elle vienne nous aider, nous donner un coup de main. Donc tu as lu le titre très vite. Oui. On va garder la surprise pour le titre, même si on l'a partagé sur les réseaux sociaux. Mais voilà. Et le rescapé de l'équipe, c'est Johnny. Salut Johnny, ça va ? Ça va. Donc voilà, on est parti pour une petite émission en équipe restreinte. On te sent déprimé, hein, franchement. Ah ouais, je suis triste de ne pas avoir mes collègues avec moi. Non, c'est une émission colorée aujourd'hui, on va parler de belles choses, d'arc-en-ciel de couleurs. Je crois que coloré et arc-en-ciel, oui, c'est... Tu vois, je donne des indices. C'est un bon mot, vous l'aurez deviné. On va passer directement aux news, comme d'habitude. Et du coup, on va commencer avec un projet qu'on n'attendait pas. Moi, vraiment, j'ai été complètement étonné par cette annonce, parce qu'il faut croire que l'incursion de Thor Ragnarok dans l'identité visuelle de Jack Kirby a donné des idées à Warner, puisqu'ils ont annoncé la mise en chantier d'un film New God. Donc, c'est l'univers cosmique de chez DC qui a été créé par Jack Kirby. Est-ce que tu peux nous en donner un tout petit résumé Comment dire, c'est un peu l'équivalent biblique de l'univers d'ici, c'est-à-dire que, enfin biblique ou bien mythologique en fait serait probablement un meilleur terme. Je vais essayer de faire simple parce que c'est tout un univers, c'est un peu complexe à expliquer. La majorité des gens connaissent Darkseid, donc il est grand, il fait à peu près 3 mètres de haut, il a la peau en caillou et il est moche et il est méchant. Le grand méchant de chez DC. Ouais, c'est un peu le grand méchant qui revient souvent. Donc Darkseid est le roi d'une planète qui s'appelle Apocalypse, sur laquelle il règne en maître suprême. Et à côté de ça, il y a une autre planète qui s'appelle New Genesis, qui est dirigée par un sorte de comment dire, on dirait un peu de Zeus. Je vais essayer de prendre des archétypes grecs, je pense que ça sera plus simple pour les gens à comprendre. Et oui, c'est ça, c'est le haut père en français. Je crois que c'est le haut père. Il ressemble vachement à Zeus et il vit sur une New Genesis, donc qui est une planète entièrement habitée ce sont des aliens, ce sont des dieux, ça dépend comment on veut voir les choses. Généralement, les histoires tournent autour de la lutte entre Apocalypse et New Genesis, qui représente un peu le paradis et l'enfer, avec chacun son dieu suprême qui règne sur le territoire, et toute une batterie de personnages plus ou moins méchants ou gentils selon la planète. Les plus connus étant, il y a Orion, qui est un peu l'équivalent du Hercule, le genre héros, il est plutôt beau gosse, mais il a un caractère extrêmement difficile à gérer. C'est le fils de Darkseid en plus. Je suis pas sûr que t'es censé donner ce genre d'informations. Ouais, spoil. C'est du spoil. Oui, un petit peu. Enfin, oui, un petit peu. Mais ça fait partie des luttes. C'est pour ça que je pense que la mythologie grecque est une assez bonne analogie, parce que c'est une espèce de grande famille avec des problèmes politiques et pas mal d'aventures dans l'espace avec des trucs cosmiques ultra barrés. Et c'est... À mon avis, c'est le genre de choses qui pourrait être étudié dans une université presque, parce que tout ce que Kirby a fait en termes de mythologie, en termes d'univers cosmique, que ce soit chez DC ou chez Marvel, il y a beaucoup de philosophie, il y a beaucoup de métaphysique, il y a beaucoup d'aventures, et les designs sont absolument magnifiques, les personnages sont tous des archétypes super intéressants. Mon préféré, c'est Scott Free, qui a alors c'est pas vraiment un pouvoir, mais il a été éduqué sur la planète de Darkseid par Mamie Bonheur, qui est une vieille mémé qui torture des enfants et en fait des guerriers indestructibles en gros, et elle a fait de Scott un gamin capable de s'évader de toutes sortes de situations. Il s'en est servi pour devenir une espèce de magicien un peu à la Houdini. C'est un miracle, oui, je crois. Voilà. Et qui est marié avec Big Barda, qui est mon autre personnage préféré de cet univers, qui est une femme qui fait à peu près 1m80 voire plus que ça. Elle est très 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 grande, et qui est justement dans le genre guerrier indestructible. Elle a été élevée pour être la meilleure guerrière possible,
pour ensuite se retourner contre les forces qui l'ont créé. Et c'est d'ailleurs le personnage préféré de la réalisatrice qui va faire le film. Tu spoil ma news. Et d'ailleurs, à ce qui paraît, la série en ce moment, Mister Miracle, est vraiment très très bien. J'en entends des super retours. Donc, c'est du coup la réalisatrice rattachée au projet, c'est Ava DuVernay, dont le film Un raccourci dans le temps, ou en anglais Wrinkle in Time est sorti la semaine dernière. Et tu me disais qu'il avait en fait, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que le film a été victime, un peu comme John Carter juste avant sa sortie, en fait, d'une campagne un peu haineuse. Enfin, les gens crachaient dessus et tout, alors que la plupart ne l'avaient pas vu. Donc c'est assez bizarre, je comprends pas cette... Donc allez voir le film et avant de vous faire un avis ou regarder des critiques de gens qui l'ont vu. Les retours sont pas toujours super positifs, les critiques sont pas toujours super positives non plus, et le truc c'est que c'est un film qui a l'air d'avoir été fait vraiment avec les enfants à l'esprit. Et aller le voir en tant qu'adulte, j'ai envie de dire plus cynique, ça a l'air de passer plus difficilement pour des gens qui ont plusieurs dizaines d'années de vie derrière eux. Alors toi, c'est un film qui te tentait, non? Oui, parce que j'aime bien ce genre de... justement, je sais pas si c'est le fameux enfant en moi ou quoi, mais j'aime bien ce genre de formule depuis que je suis gamin. Il y a un côté tout sauf cynique en fait. Donc c'est de l'aventure, c'est des enfants qui vivent un truc ultra barré, j'aime bien ce genre de choses. Donc je sais que c'est comme Tomorrowland, il est pas génial, mais je sais que j'y trouverai du plaisir quand même. Puis il y a du voyage dans le temps, c'est toujours un peu cool. Donc du coup, c'est Ava DuVernay qui va réaliser ce film et qui a dit que, exactement, comme tu as dit tout à l'heure, que Vic Barda était son personnage préféré. Le film a trouvé aussi son scénariste, puisque c'est Cario Salem, qu'on connaît un peu plus en tant qu'acteur, parce qu'il a joué dans plein de séries dans les années 80, notamment dans Melrose Place, La Loi de Los Angeles ou Chips. Il faisait qui dans Melrose Place? Il faisait des petits rôles. De tout petit. Oui, j'ai pas retenu. Je connais pas Melrose Place tant que ça. Ah, tu ne connais pas Melrose, mais je te ferai la leçon un jour. Peut-être un jour dans Geek en série. Mais le film, ça me tente bien parce que j'avais un peu découvert le titre quand tu m'as demandé de faire des recherches justement sur Monsieur Kirby pour l'émission. Et du coup, j'avais un peu regardé et c'est vrai que tu disais le côté mythologique. Je crois que c'est vraiment une de ses inspirations pour le titre. Donc moi, j'aime bien ça. Donc ça me tente bien. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce film, c'est que ça pourrait être un film où Warner va pouvoir se lâcher un peu. Faire des trucs en dehors du DCU complètement, un peu comme Gardien de la Galaxie où ils peuvent faire un film sans avoir de dire ah oui, il faut que tu inclues ça, faut que tu fasses ci, faut que c'est un truc un peu plus... Non mais déjà je vais te dire, faut laisser tomber le côté genre on va faire un gigantesque univers, univers partagé. Si tu maîtrises pas mon coco, tu fais pas, voilà. C'est pour ça qu'ils vont tout rebooter, ils ont peut-être raison. Donc est-ce que c'est un film que tu irais voir au ciné? J'attends de voir l'esthétique et le ton. J'aime bien la réalisatrice, donc c'est un point positif, mais elle est a priori toujours ancrée dans le fameux univers où, pour donner une idée, le méchant de Justice League, c'était un personnage qui vient de l'univers des New Gods, et il ressemblait à tout sauf un personnage de Kirby, et il avait le design le plus hideux et générique possible, et du coup j'ai pas envie qu'il lui impose de suivre une ligne artistique du même style. Je veux, comme Faye a dit, qu'on lui dise tu fais ce que tu veux, et de préférence qu'elle se base sur l'univers de Kirby, parce que c'est comme ça que ça marche en fait. Il y a absolument rien dans le monde de la BD qui ressemble à ce que Kirby faisait. Donc vers un truc un peu dans la Thor Ragnarok, ouais. Vraiment, sans le ton humoristique de Thor, parce que c'était probablement la seule chose qui, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Non, mais on espère que Warner, à force, ils vont comprendre et qu'ils vont arrêter. Du coup, on va changer de studio. On va vous parler de Marvel. Et il y a eu un dernier trailer, un trailer final. Peut-être que ce sera enfin. J'en ai 40 000 déjà. Mais maintenant, tu vas voir les spots TV. Oui, c'est comme ça. Pour Avenger Infinity War, excusez-moi, je n'arrive plus à parler. Donc un trailer qui, moi je crois que c'est celui qui me donne le plus envie d'aller voir le film. On voit un Thanos très conquérant et il y a des petites interactions entre les personnages, notamment Star-Lord et Iron Man qui sont assez marrantes. Oui. Donc Faye, est-ce que tu veux nous faire un petit... Qu'est-ce que tu as retenu de ce trailer? Ce que j'ai retenu, c'est ce qui me pose problème depuis le début, ce qui me fait peur depuis le début. Trop de personnages. C'est trop de personnages. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir des scènes genre coucou, je suis là et je me casse. Et par contre, pour moi, je pense qu'on va assister à la fin de cette espèce de trinité qu'on a depuis le départ, à savoir Thor, Iron Man, Captain America. Moi, je serais pas étonnée. Et en même temps, je les encourage parce que renouveler un peu, leur univers
avec des nouveaux persos qui viennent d'arriver comme Black Panther, qui est très intéressant, bah ça serait pas mal et ça permettrait un peu peut-être de redonner un peu de boost à ce Marvel Universe qui commence un peu, moi je trouve, pas s'essouffler, mais un peu personnellement à me lasser. Tu vois, c'est un peu comme une série télé longue. Au bout de 15 saisons, bah, on regarde, voilà, Walking Dead, Grey's Anatomy aussi, je pense. Mais au bout d'un moment, on se lasse et on suit que parce qu'on veut voir ce qui arrive au personnage. En fait, tu vois, c'est par habitude, quoi. Je sais plus c'est qui m'a dit ça, mais apparemment il y avait des rumeurs comme quoi tout le premier tiers du film serait consacré à Thanos et sur comment Thanos va récupérer les pierres. Et moi, ça me, enfin. Bah, en même temps, Avengers depuis qu'on un film l'attend, Thanos, bon, ça me vend un peu du rêve. Moi, c'est ce que je veux en fait. Tu m'aurais dit c'est Thanos et les héros font un genre de caméo dedans, ça me va très bien. Là, tu as présenté comme ça m'intéresse plus parce que Thanos, depuis le temps qu'on nous le vend, le survend. Ouais. En plus, voilà, moi j'aime beaucoup de persos, donc. Surtout qu'il est intéressant, s'il est bien fait. Il va pas mal dénoter de ce qu'on a l'habitude de voir. Et d'ailleurs, c'est probablement la chose que j'aime le plus dans la bande-annonce, c'est quand il parle de rétablir l'équilibre et d'effacer la moitié de la population de l'univers. C'est pas juste l'humanité, il veut effacer la moitié de la population de l'univers. Et en fait, la logique derrière, c'est... alors, dans la BD, il explique ça au surfeur d'argent. Il vient de se faire réanimer par la mort qui a besoin de lui pour effectuer ce plan en fait. Et ce qu'il fait, c'est qu'il explique au surfeur en l'emmenant sur une planète où il y a des petits lémuriens qui vivent tout seuls. Et il lui explique, alors cette race de petits lémuriens, ils n'ont pas de prédateurs, ils ont suffisamment de nourriture pour tout le monde, ils vivent très bien, ils savent même pas ce que c'est que la violence. Et le problème, c'est que tels qu'ils sont là, s'ils n'ont rien pour les empêcher de se développer, il va y avoir une surpopulation. Et ensuite, il l'emmène sur la Terre pour lui montrer ce que la surpopulation a comme effet sur l'environnement, sur le développement de maladies, de guerres, etc. Et ensuite, il le ramène sur la planète des Lémuriens en lui disant, depuis qu'on est parti, dans la mesure où toi, tu viens d'une autre planète, t'as ramené des germes avec toi. Et oui, il s'est passé plusieurs générations et il y a un bon 2/3 de la population de Lémuriens qui est mort de la peste. Et il explique en fait que lui, en tant que avatar de la mort, son rôle c'est d'établir une sorte d'équilibre pour faire en sorte que là il n'y ait pas trop de vie et que justement il n'y ait pas d'abus de ressources ou quoi, et que les êtres vivants soient maintenus à un niveau de population où ils peuvent perdurer. Parce que si t'as trop de vie, au bout d'un moment, t'as trop d'abus et tout le monde meurt d'un coup et l'univers entier meurt, quoi. Il y a plus rien. C'est une thématique qui revient beaucoup en ce moment avec le délire de la pollution, tout ça. Et pour te donner une idée, ça date des années 70, ça truc. S'il y avait vraiment cette relation avec le personnage de la mort, moi je serais super content. Je sais pas si on va vraiment avoir ce délire-là. Je sais pas s'ils vont la montrer, mais effectivement, alors dans le bouquin du surfeur d'argent, il explique l'idée philosophique derrière de pourquoi, quelle est l'utilité cosmique d'effectuer ça. Mais à côté de ça, tu as aussi le bouquin Infinity Thanos Quest, où il cherche justement les gemmes pour arriver à effectuer ce fameux élagage de population. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans sa tête et qu'on découvre qu'il y a le côté mystique, le côté logique, mais il fait surtout ça parce que il est fasciné et amoureux de la mort et il fait ça pour une femme en fait. Ouais. Oui, parce que dans l'univers Marvel, la mort est personnifiée par une femme dont il est amoureux depuis des années. Donc voilà. On en parlera quand on parlera du film, je pense. En tout cas, moi ça me hype bien. Moi j'ai des réserves. Il y a des choses que j'aimerais avoir sur Thanos, mais le reste me fait peur. J'ai peur qu'on soit trop centré sur les héros et que ça soit vraiment genre bonjour, je viens cachetonner et puis voilà. Et j'ai jamais vu Cap aussi badass et aussi cool. C'est à cause de la barbe. Ouais, la barbe, ça fait beaucoup de tout. Personnellement, chaque fois que je vois les scènes avec les autres personnages, j'ai l'impression de voir dans ma tête, c'est calculé. De toute façon, c'est Black Panther and Friends en fait pour moi. En plus, ça se base beaucoup au Black Panther, on voit Shuri et tout. Ouais, il y a une grosse bataille et tout. C'est normal, c'est les meilleurs, c'est pour ça. Bah oui, j'ai l'impression de ce qu'ils font. Ils vont voir ceux qui ont la meilleure technologie, donc ils vont s'il vous plaît, aidez-nous, protégez-nous, s'il vous plaît. Donc ouais, c'est cool. On va rester sur Black Panther, puisqu'on va vous parler de Marvel qui surfe un peu sur la vague de Black Panther, puisqu'après le succès de la Panthère Noire du Wakanda au cinéma, ça fait un peu des émules en comics, puisque la maison a des idées à annoncer une mini-série qui s'appellerait Wakanda Forever The Amazing Spider-Man. Un titre qui pourrait poser des questions, où les Dora Milaje, oui exactement, vont enquêter dans New York sur une menace qui va peser sur le Wakanda, et pour ce faire elles vont s'associer avec le tisseur, donc Spider-Man. Au scénario on retrouve, alors est-ce que tu peux prononcer ce nom s'il te plaît? Neddy Okorafor. Ouais voilà, merci beaucoup. C'est pas moi qu'il fallait montrer. Donc la personne qui l'a dit, qui a déjà fait du Black Panther et qui est une romancière, à ce qui paraît son truc sur Black Panther est pas génial. Il y a des critiques un peu... Ça varie. Ouais. Mais elle fait pas de BD à la base. Et je sais pas trop ce que ça donne, j'ai pas encore lu. Après, le truc, c'est que
enfin, comme tu dis, ils surfent sur la vague du film, mais ils avaient déjà fait un bouquin sur des. Alors, je sais, c'est pas. C'est des anciennes Dora Milaje dans le bouquin d'avant, ça s'appelait World of Wakanda. Ouais, mais du coup, de le lier avec Spider-Man pour aller. Voilà, et c'est la question que je me pose, je sais pas si ça va avoir l'effet de booster les ventes ou pas. J'en sais rien, parce qu'effectivement, c'est pas Black Panther en soi, c'est le lien de. Les films n'ont pas vraiment tendance à booster les ventes des comics. Oui, World of Wakanda, ça s'est arrêté parce qu'ils se vendaient pas, non? Ouais, c'est ça. Et le fait que maintenant il y ait un film, je sais pas si ça va vraiment avoir un impact ou pas. Je pense que ça vaut le coup d'essayer, mais ça a pas l'air d'avoir des masses marché avec d'autres personnages avant. Donc, bon. En fait, ils essaient de recruter des nouveaux lecteurs le plus possible en utilisant ça, quoi. C'est peut-être pour. Si ça se trouve, il y a des lecteurs du teaser qui se sont dit tiens, j'ai jamais lu de Black Panther, ce serait l'occasion jamais. En tout cas, au dessin, on retrouve Alberto Jiménez Albuquerque et au cover, ce sera Terry Dodson. Ce sera 3 numéros, donc ouais, moi je dis pourquoi pas. Tout dépend de la qualité du scénario. Au niveau, le dessin, ça va, c'est 2 personnes que j'aime bien. Donc ouais, c'est pourquoi pas. À voir. On va passer à une dernière news. Et je vous en avais déjà parlé, le film Teen Tango, même si je n'aime pas trop cette série, plus il y a d'annonces autour des doubleurs de ce film, plus je suis hypé, puisque après James Corden, Kristen Bell, Will Arnett, on va retrouver des nouveaux. Donc là, cette fois, bon, c'est pas ces deux annonces-là ces 2 artistes-là qui me hype, puisqu'il y a 2 artistes qui sont plus, c'est des chanteurs en fait. C'est Halsey et Lil Yachty qui incarnera Wonder Woman et le Green Lantern John Stewart. Donc voilà, pourquoi pas. Mais l'annonce qui me hype beaucoup et qui me dit c'est sympa, c'est le plus capillaire et le plus fan du kryptonien d'Hollywood, qui est à mon avis Nicolas Cage, qui va enfin pouvoir avoir son rôle de Superman, puisqu'il va à mon avis, il a un tout petit rôle, mais à mon avis, il doit être super content. Pour les gens qui ne le sauraient pas, il avait préparé en fait, Tim Burton aurait dû réaliser un Superman et il voulait prendre donc Superman avec Nicolas Cage. Et si vous tapez sur internet, vous pouvez voir les photos de Nicolas Cage qui essaye son costume, et le mec, il est transcendant, quoi. C'est vraiment, le gars, il va jouer dans son costume tellement il est trop content. Mais Nicolas Cage, il est vraiment très 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 fan du personnage. Très fan. Il avait le premier numéro de. Oui, il s'est fait voler. Ouais, il s'était fait voler, mais je crois qu'il a réussi à le récupérer, je suis pas sûr, mais il me semble. Ouais, et son fils s'appelle Kal-El. Oui, il l'a appelé Kal-El en hommage au Kryptonien, donc il doit être très content. Son fils, il doit lui en vouloir, quoi. Je sais que ça hype pas du tout Johnny, qu'il a pas envie de voir ce film, Teen Tango. Non, pas particulièrement. Moi, je veux juste voir s'ils vont faire un Superman très capillaire. Quelle serait la coiffure de Superman, un mulet? Je ne sais pas. Mais en plus, dans cette série, normalement, la Justice League, elle ne parle pas, non? J'en sais rien, je regarde pas cette série. Moi, j'ai vu passer des épisodes par-ci par-là parce que j'aime bien comment le design du truc, mais j'aime pas l'humour. Donc. C'est le truc qui est très gamin là, qu'il y avait sur France 4. Qui passe sur France 4. Ouais. Ah ouais, non, je te le laisse. Hein. Mais il y a Kristen Bell. Non, mais je veux juste voir les scènes avec Nicolas Cage et puis je m'en vais. Hein, d'accord. Bon, bah, on va passer à la pause musicale. Une pause musicale choisie par Johnny qui, à mon avis, quand vous allez entendre la musique, vous allez comprendre quelle est la review. C'est un indice. Et c'était, vous l'aurez compris, Mighty Morphin Power Ranger. Ah, c'était Michel Sardou, j'ai reconnu. Peut-être que c'est Michel Sardou sous un pseudonyme qui fait la chanson du générique. En fait, vous l'aurez compris, on va vous parler de Power Rangers. C'était demandé et pour lui, pour Maxime qui n'a pas pu être là, qui devait être là aujourd'hui. Donc du coup, on pense à lui. Dédicace à l'artiste. On ne le remercie pas d'avoir. Enfin, moi je le remercie pas d'avoir dû lire. Mais tu n'as pas d'âme d'enfant, James, on t'a dit déjà. Mais en tout cas, je sais que ça a fait plaisir à Johnny. Au moins, voilà, c'est le principal, on va dire. Qui a pu découvrir. Du coup, tu l'avais jamais lu, non? Jamais. Le dernier bouquin, la dernière BD Power Ranger que j'ai lu, j'avais moins de 10 ans, je pense. Ah, donc voilà, il a retrouvé ses 10 ans pour nous parler de Mighty Morphin Power Rangers. Dis-le en entier quand même, s'il te plaît. Oh, mais on va plus vite Power Rangers. Donc voilà, si tu voulais, j'ai demandé à Johnny. Tu vas y arriver. Oui, mon Dieu. Tu vois pourquoi tu es troublé par ces Power Rangers? Oui, je suis troublé, ouais.
C'est le charisme du Power Rangers Sphere qui m'a. Tommy c'est le meilleur. Tommy c'est mon bébé. Moi c'est Rita ma préférée. C'est tout. Ouais, ça peut se comprendre. Alors attends voir par quoi je commence. La création des Power Rangers en fait est assez chaotique. Donc à la base il y a un show qui s'appelle Super Sentai qui existe au Japon depuis plus de 40 ans maintenant, qui pour ce qui est de l'esthétique en fait il suffit de se référer à toutes les scènes en costume de la série Power Rangers parce que ce sont exactement les mêmes, ils ont juste pioché dedans et réutilisé ça dans Power Rangers. Et la série en fait a été découverte au Japon dans les années 80 par un homme qui s'appelle Haim Saban, qui est un juif qui était au départ venu habiter ici en France, où il avait voulu se lancer dans la musique et qui s'est rendu compte assez rapidement que c'était plus difficile que prévu, et les premiers deals qu'il a eu étaient pour faire des génériques de dessins animés, notamment des animés japonais, et je trouve assez drôle d'ailleurs que, comme je disais tout à l'heure quand on en parlait en off, et il se disait que ça a été un peu une honte pour lui et pour le petit garçon qui chantait qu'il avait recruté. Et il avait commencé par Goldorak, puis ensuite s'est mis à d'autres émissions et s'est rendu compte en fait qu'il y avait énormément d'argent à se faire dans ce genre de milieu, parce que en fait les enfants sont des pigeons et tu peux leur vendre tout ce que tu veux du moment que c'est catchy et que ça leur reste dans la tête. Et donc en fait il a monté assez rapidement une boîte en partant aux États-Unis où le principe était on achète des émissions généralement produites au Japon, pas très cher, et on les revend dans plein de pays, remodelés selon les contraintes de censure ou des goûts des différents pays où on les vend. On change la bande son, on change le générique, donc là pareil son background de musicien a servi, et on leur vend en fait une version packagée selon les zones, et on se fait énormément de bifetons. Qui est d'ailleurs un élément qui revient souvent dans pas mal d'interviews et de documentaires que j'ai vus sur le gars, c'est le côté je me fais beaucoup d'argent, et il y avait la phrase que j'aimais beaucoup où il disait on les fait rire, on les fait pleurer et on prend leur argent. Il est devenu une espèce d'énorme mania alors le documentaire que j'ai vu date de 2000, et à l'époque il était le plus grand donateur du parti démocrate aux États-Unis, le genre de gars qui invite Clinton à la maison avec toute la famille, qui a des liens avec pas mal de gens dans les milieux de la publicité, dans les milieux politiques, etc. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc un jour il est au Japon dans sa chambre d'hôtel, il regarde la télé, il est en recherche d'une nouvelle émission pour se faire un petit peu de sous, et il va passer donc Super Sentai et se rend compte que la majorité des scènes intéressantes en fait se font en costume totalement intégral, et donc en fait il se rend compte que tu peux réutiliser ces images, changer la bande sonore, changer les dialogues par ceux des Américains, et il fait tourner un puis plusieurs pilotes, histoire d'imaginer une version où toutes les scènes hors costume seraient tournées par des Américains sur les sets américains, dans le contexte américain, et toutes les scènes de combat seraient exactement les mêmes que la série, puisqu'en fait il aurait acheté directement les droits et il mixerait le tout pour faire une nouvelle émission. Il propose ça à plusieurs chaînes qui lui disent que c'est stupide et que ça marchera jamais. Et pendant 8 ans, il essaye de vendre son truc jusqu'à ce qu'en 97, il finit par réussir à le mettre à la télé grâce à la Fox qui achète au départ pour 1 an à un prix assez dérisoire les droits pour les Power Rangers. Et de là en fait la production a permis une première saison de 60 épisodes avec, et je pense que c'est un des éléments qui vont un peu briser les rêves de pas mal de gens, au-delà des costumes colorés et tout ça, il y a la production derrière où tous les acteurs étaient très très sous-payés, certains d'entre eux ont dû vivre dans leur voiture. Ils n'ont pas nécessairement de super bons souvenirs de comment ils étaient traités, mais jusqu'aujourd'hui les acteurs de la première génération de Power Rangers sont très heureux de l'avoir fait, ils sont très heureux d'avoir pu apporter de la joie aux enfants, et de là en fait est parti le fameux phénomène avec une énorme quantité de jouets, un phénomène qui jusqu'aujourd'hui existe toujours, puisque je sais plus à combien de saisons et de séries on en est, mais je crois que le dernier truc c'était Power Rangers Super Mega Force. Je crois qu'ils sur Wikipédia ils sont à 23 saines. Ouais, c'est pire que Pokémon à ce stade, c'est wow. Et 23 séries différentes avec. Et c'était l'une des plus grosses, voire la plus grosse série produite par Saban, qui est aussi responsable de l'édition par exemple de Digimon. Et comme j'expliquais, Pokémon leur est passé sous la main parce que l'une des employées considérait que c'était stupide, du coup elle a refusé d'acheter ça. Il s'en est un peu mordu les doigts. Oui, il disait, ce qu'il disait que c'était sa plus grande. Sa plus grande déception parce que il aurait pu avoir Pokémon et voilà.
Mais bon, il y a eu Power Ranger, il n'avait pas trop à se plaindre. Et donc en fait, le principe de Power Ranger, pour ceux qui savent pas et qui vivent sous un caillou, c'est que après 10 000 ans enfermés dans une boîte en métal sur la Lune, la sorcière Rita Repulsa sort de sa prison et décide d'envahir la Terre. Et sur Terre vit un sorcier qui s'appelle Zordon, qui vit maintenant sous la forme d'une tête composé d'énergie à l'intérieur d'un tube dans une base sur une montagne dans le désert avec un petit robot qui s'appelle Alpha qui passe son temps à faire aïe 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 aïe. Oh purée le robot. Ouais, et donc comme la sorcière Rita Repulsa a l'intention d'envahir la Terre, il décide de former une équipe de guerriers pour la contrecarrer et en bonne mode japonaise, il décide de confier le sort de l'univers et de la planète Terre entre les mains d'adolescents en plein milieu de leur puberté. La meilleure idée du monde. Exactement. Et clair. Il prend donc Jason, Billy, Zach, Trini, qui j'ai oublié d'autres, Tommy. La jaune s'appelle comment? C'est pire que les 7 nains en fait. Et Kimberly, qui était la rose. Voilà. Et qui sont composés comme un boys band, c'est-à-dire que chacun d'entre eux est un archétype avec une personnalité. Donc tu as le beau gosse sportif, tu as l'autre beau gosse sportif mais qui fait du hip-hop, tu as l'artiste, non, il n'y en a pas une qui... Ouais, je confonds avec Bioman. Il y a Kimberly qui fait de la gym, Trini qui, je crois que c'est elle l'artiste, mais elle est toujours en train de faire de la technologie avec Billy qui est le bleu et dont le plus gros atout est que c'est un geek en fait, donc il passe son temps à tripatouiller des machines. Enfin, un geek, c'est un geek des lunettes. Ouais, mais c'est tous les clichés des années 90 en fait. Ouais. Et il te sort des phrases avec un techno babble où il t'explique des trucs mais tu comprends pas du tout ce qu'il te raconte. Le noir fait du hip-hop, mais ça c'est marrant parce que l'acteur en fait a été choisi parce qu'il savait faire des arts martiaux et du hip-hop et du breakdance en fait. Et donc en fait cette équipe se forme et on leur demande de combattre les armées de Rita qui sont essentiellement composées de monstres tous plus ridicules les uns que les autres, tous plus rigolos les uns que les autres, et de là démarre la fameuse grande franchise des Power Rangers qui a vendu une énorme quantité de jouets, qui a créé jusqu'à présent 2 films et comme tu disais 23 saisons. Il y a eu 2 anciens films je crois, plus le nouveau film qui est sorti hein, c'est ça ouais. Et ça fait 3 films quoi. les deux que j'ai vus, je les ai vus quand j'étais gamin et ça va, c'est du Power Ranger donc c'est plus ou moins ça. Je me rends compte, je les ai tous vus en fait les films. Ouais, ils sont... Le premier il pique un peu les yeux quand même hein. Ils piquent tous les yeux. Ouais. Mais je sais pas, c'est marrant, j'ai un bon souvenir. Mais je crois que parce que en fait j'ai vu des interviews des acteurs et je crois que pour le film ils sont partis au Japon avec les équipes des gens qui leur faisaient, qui faisaient vraiment les cascades. Mais tu sais que dans un des vieux films, il y a l'actrice qui est dans New York Unité Spéciale là, qui fait le rôle de Olivia. Marissa, je sais plus son nom. Non, c'est pas Marissa Tomei, c'est... Non, R quelque chose, Hemingway, je sais plus son nom. Enfin bon, c'est le perso qui fait Olivia, je crois. Enfin, son perso s'appelle Olivia. Ouais, dans New York Unité Spéciale. Voilà. Ok. Et elle disait que c'était marré sur le tournage. J'avais vu un documentaire sur elle et elle disait que le film, c'était pas génial, mais qu'elle s'était marrée sur le tournage. En même temps, c'est pas, comment dire, c'est pas vraiment. Les heures de taf ont l'air relativement lourdes. La paye était pas super bonne. Et apparemment, il faisait exprès d'engager des réalisateurs japonais justement parce qu'il savait qu'ils pouvaient les payer moins cher. Non, le côté Rapia est assez prévalent dans la conception des Power Rangers. Et là où ça devient marrant, on va dire, c'est que c'est toujours en cours. Et c'est devenu un culte en fait. C'est-à-dire que ça transcende les générations parce que visiblement les gamins d'aujourd'hui aiment toujours ça. Peut-être moins que ceux de l'époque, mais c'est toujours là. Et les adultes, les parents qui aimaient, peut-être qui font découvrir à leurs enfants ou leurs petits frères. Il y a des acteurs qui reviennent, qui font des petits caméos histoire d'eux. Et du coup, on a la fameuse BD qui est sortie en 2016 aux États-Unis. Et qui réinvente un peu le principe, c'est-à-dire qu'à l'épisode 17 de la première saison, on avait l'introduction du Ranger vert. Rita, qui se rendait compte qu'elle n'arrivait pas à se débarrasser de ses ennemis, se dit tiens, je vais créer un Ranger vert. Et c'est-à-dire c'est un truc assez récurrent dans les séries Power Rangers. Comme c'est un patchwork de création de plans tournés en Amérique et de plans tournés au Japon, ils sont obligés de faire des patchworks et d'imaginer des histoires toutes plus alambiquées les unes que les autres. Apparemment, j'ai lu sur le Wikipédia que ça revenait dans toutes les séries. À chaque fois, il y a un 6e Ranger qui revient et qui. C'est devenu un peu la mode. Et les Sentai le font déjà de base. T'as toujours des gars qui se rajoutent par la suite. Donc c'était compréhensible en fait. C'était un peu obligé parce que pareil, ils se servent
servent d'images japonaises, quoi. Ouais. Et du coup, ils avaient des images sur un Ranger vert, ils ont trouvé le moyen d'introduire un Ranger vert. Et ils se sont rendus compte au bout d'un moment qu'ils n'avaient pas assez d'images sur le Ranger vert. Du coup, ils ont trouvé une histoire pour que le Ranger vert perde ses pouvoirs. Et ensuite, ils lui ont filé une deuxième histoire pour lui donner les pouvoirs du Ranger blanc. Enfin voilà, c'est comme je dis, c'est un patchwork, c'est un peu le bazar. En fait, c'est marrant, ça me fait penser à ce que faisait Ed Wood, c'est-à-dire il prenait des bouts de films par-ci par-là et il arrivait à les rassembler tous dans un seul film en tournant quelques scènes par-ci par-là pour donner une certaine cohérence. Ouais. Mais au final, c'était un peu du grand n'importe quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Et quand t'es gosse, tu fais pas vraiment attention, mais quand t'es adulte, tu remarques qu'il y a des moments où le méchant va te sortir un truc et tu te dis mais pourquoi tu t'en es pas servi avant? Et quand tu recherches, tu réalises qu'en fait cette arme-là, la raison pour laquelle elle vient d'apparaître, c'est parce que ils avaient besoin de faire ça pour gérer leurs images japonaises, tout simplement. Et donc oui, l'épisode 17, l'introduction du Ranger vert. Donc Rita se crée un Ranger vert qui est l'anti-Ranger en quelque sorte, qui est plus puissant que tout le groupe réuni. Et elle choisit un nouveau gamin qui vient d'arriver au lycée, qui s'appelle Tommy Oliver, qui fait des arts martiaux aussi, qui est plus fort que le Ranger rouge, qui est super badass et super beau gosse. La Ranger rose est amoureuse de lui et elle lui lave le cerveau et elle en fait son guerrier parfait. Et je crois que c'est mon épisode préféré justement parce qu'il casse la formule en fait. Là où tous les autres méchants étaient ridicules, lui il les défonce. Et il fait un truc que j'ai jamais vu dans aucune autre saison de Power Rangers, c'est-à-dire que généralement quand ils appellent leur robot géant, le robot géant a l'air plus ou moins impénétrable. C'est-à-dire, généralement, ils l'appellent pour affronter un ennemi qui est déjà gigantesque. Et donc, ils appellent leur Megazord, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Et je m'attends à ce que le Ranger vert appelle son Megazord à lui. Non, que dalle. Il saute, il atterrit à l'intérieur de leur robot à eux, et il les vire par la fenêtre. Et il prend le contrôle de leur machine. Et il était magnifique. Et après, il a son propre Megazord. C'est ça, qui est plus ou moins basé sur Godzilla, je pense. Ouais. Qui a un genre de Godzilla mécanique avec des doigts qui tirent des balles et dont la queue sert de foreuse. Et il est parfait, il est génial et je l'aime beaucoup. C'est connu que Godzilla aime bien forer des trous avec sa queue, écoutez. Hein. Sans commentaire. Et donc en fait, là où la BD commence, c'est après cet arc de 5 épisodes où Tommy est libéré de l'emprise de Rita et rejoint le groupe. Là où la série partait sur le même ton que d'habitude, qui est toujours très très humoristique et très c'est écrit pour des enfants de 6 ans. Là, la BD, j'aurais tendance à dire qu'elle est davantage écrite pour un public plus mature, mais j'aurais plutôt tendance à dire pour des adolescents. Il y a aucun élément à l'intérieur où je pourrais dire ouais, c'est révolutionnaire, mais pour le coup je me suis beaucoup amusé parce que les 5 premiers numéros sont assez plats, assez bof, ils prennent du temps à démarrer. On est principalement dans la tête du Ranger vert qui a des hallucinations où il voit Rita qui essaie de le convaincre qu'il vaut pas la peine, que contrairement au reste du groupe, lui il est malsain à l'intérieur. Et à partir du numéro 5 ou 6, ils introduisent un nouveau méchant qui s'appelle le Dragon Noir qui alors attendez, que je me souvienne bien, dès l'instant où il arrive, il vire Zordon, il détruit leur base, il enlève les pouvoirs de la majorité du groupe et il arrive à trouver le moyen de kidnapper le Ranger bleu. Au premier chapitre où il apparaît. Et à partir de là, il y a beaucoup plus d'action, il y a beaucoup plus d'introspection dans la tête des personnages pour essayer de comprendre qui ils sont, quelles genre de questions ils posent. Et plus ça avance, plus c'est fun en fait. Et justement, c'est plus sérieux. C'est à mon avis ce que le dernier film Power Ranger qui est sorti au ciné il y a pas longtemps essayait de faire, c'est-à-dire Power Ranger un peu plus adolescent, un peu plus drama, un peu plus fouillé, mais mieux fait que le film. Et les dessins sont super, que je retrouve les noms des auteurs. C'est Kyle. Ouais, donc le scénariste c'est Kyle Higgins qui reste pendant toute l'histoire. Le premier dessinateur c'est Henry Prasetya. Et après ça change au fur et à mesure du temps, mais il n'y a pas de changement trop drastique, je trouve. Chacun des dessinateurs fonctionne plutôt bien, c'est super coloré. Et les designs des monstres sont super bien conservés. Et est-ce qu'il y a des personnes justement qui travaillent sur la série Power Rangers qui ont collaboré au je saurais pas te dire, tiens, pour le coup, mais dans la manière dont c'est écrit, on sent vraiment qu'ils ont essayé de prendre chacun des archétypes des personnages de la série et essayer d'en faire une vraie personne. C'est-à-dire, ils ont tous un trait de personnalité qui est très prononcé, mais qu'est-ce qu'on peut montrer comme trait de personnalité en dessous, quelles sont les insécurités, ce genre de choses. Et donc Tommy doute de lui-même parce que c'est le traître entre guillemets et qui vient tout juste d'arriver. Billy le bleu doute de lui-même parce que c'est un peu le geek du groupe, il se considère pas aussi beau gosse ou aussi efficace au combat que les autres et du coup il se dit qu'il a pas sa place dans l'équipe. Le noir se dit je fais autant que les autres et je fais autant que mon meilleur ami le Ranger rouge, pourquoi j'ai pas autant de lauriers que lui. Le rouge, et c'est probablement celui que j'aime le plus, là il y a un arc
un bon 15 numéros qui couvre le fameux Dragon Noir et qui est vachement sympa. Et ensuite on passe encore à autre chose et ce sera probablement édité en France un peu plus tard. Et c'est beaucoup plus axé sur la psychologie de Zordon est plus avec eux pendant un petit moment. Du coup c'est Jason, le chef du groupe, qui doit porter sur ses épaules le poids de protéger la Terre, de protéger son équipe. Et c'est un adolescent qui a tout un énorme poids sur les épaules, qui est à la limite du burn-out. Et lorsque Zordon revient, il se pose des questions parce qu'il se rend compte que Zordon leur a menti sur certaines choses, qu'il y a des éléments que sous prétexte que ce sont des enfants, il leur a pas dit. Et il se pose la question de notre fameux maître incontestable à qui on peut faire confiance, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance ou pas? Et c'était vachement sympa. J'aime beaucoup. C'est fun sans être trop... C'est loin d'être le fameux sombre gore avec du sexe et du sang, et c'est très très loin d'être ça. C'est toujours du Power Ranger, mais juste un peu plus complexe et intéressant. Ah, mais en fait, du coup, ça offre vraiment une expérience en plus pour les gens qui sont fans ou qui ont l'habitude de voir les séries. Et du coup, peut-être s'ils en ont un peu assez de voir justement quelque chose de très enfantin, voilà, à la télé, oui. Bah du coup là, ils peuvent avoir quelque chose peut-être plus en adéquation avec ce qu'ils cherchent. Donc c'est peut-être une bonne idée, quoi, parce que c'est vrai que quand James il m'a proposé ça au dernier moment, et c'est vrai que dessus je me suis dit licence Power Rangers, forcément c'est pour le pognon, ça va pas être sympa. Et puis bon, c'est vrai que j'ai eu le temps de lire justement malheureusement que les 5 premiers épisodes, et c'est vrai que j'étais pas hyper emballée, et je pensais vachement au film le dernier qui est sorti, où voilà, j'avais trouvé ça un peu pas terrible, où j'avais l'impression que c'était genre on prend un gosse de chaque catégorie histoire d'avoir un peu tout le monde représenté, youpi tralala. Là on sent les productions un peu Michael Bay. Ouais, voilà, et puis le côté ado était pas hyper bien traité, mais c'est vrai que là avec ce que tu nous racontes, moi ça me donne quand même envie d'essayer de poursuivre la lecture et de voir, parce que c'est vrai que si ça apporte quelque chose en plus, je trouve ça plutôt intéressant, et c'est une bonne utilisation de la licence, parce que c'est vrai que souvent t'as des séries télé ou des films qui sont adaptés en comics, mais on se demande pourquoi en fait, parce que ça apporte rien du tout, c'est même pire que l'œuvre originale. Là par contre c'est vraiment pour les fans de Power Rangers. Enfin, moi je sais que je suis pas fan de Sentai, ça m'a vraiment, j'ai vraiment eu du mal à lire. Mathieu qui devait être là mais qui a eu un impondérant, je sais qu'il a eu du mal à passer le 3e. Après c'est sûr que si t'es pas habitué au style Sentai, mais si ça t'intéresse pas, un peu dur, ça va être plombant, quoi. Il faut c'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment fait par des gens qui aiment la série et qui ont une passion pour le Sentai et Power Rangers. Mais si toi tu partages pas cette passion-là, tu vas voilà, quoi. Oui, c'est sûr que c'est pas un titre qui va être super facilement abordable, quoi. D'ailleurs, c'est le seul reproche que je ferais, je pense. Le début est pas super clair pour ceux qui connaissent pas l'univers. Et on est plus ou moins balancé directement dans le concept, en fait. C'est... Comme je disais, c'est une série de comics qui débarque après l'épisode quelque chose comme 20 ou 21 de la série télé. Et du coup, il part du principe que tu connais déjà ces personnages, et pour ceux qui les connaissent pas, ça va peut-être probablement un peu difficile. Mais bon, je pense que si on s'accroche, on arrive à comprendre relativement bien qui ils sont et comment ils fonctionnent. Et oui, il y a pas 75 ans de continuité. Ouais, voilà. Et le gros intérêt du truc, c'est ça en fait, c'est qu'une fois que t'as passé le début un peu lent et que t'arrives au fameux Dragon Noir et que l'équipe commence à se prendre des... C'est vraiment marrant en fait de voir les Rangers se retrouver avec de plus en plus de pression sur les épaules, parce que c'est la première fois que je les vois affronter un adversaire qui est aussi efficace que ça. Il leur laisse pas une seule seconde de répit et il est extrêmement efficace. Il n'y a pas de ni rien du tout. C'est le gars qui arrive et il est sérieux, il filme ce pourquoi il est là et il fait peur en fait presque. Et puis en plus le fait qu'il y ait ce Rangers là qui arrive, et l'autre méchant et tout, ça renvoie aussi les héros, vu ce que tu nous en dis, à leur propre peur et leur propre faiblesse. On sent que c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux, donc forcément quand tu te retrouves face à quelqu'un d'imposant, tu te dis c'est bon, c'est foutu, je vais pas y arriver. Et il tape vraiment dans le personnel. D'ailleurs c'est même un truc qui m'a plu, c'est l'usage du fan service, parce que il y a pas mal de références à des choses qui vont exister plus tard dans la série télé et qui sont réincorporées dans cette série comics, mais différemment. Mais c'est toujours fait de manière super organique, bien intégré dans l'histoire, et il y a aucun moment où tu vois un truc et tu te dis c'est juste mis là en référence. Et il y a une arme en particulier que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin, où chacun des Rangers a une arme spécifique et il y fusionne pour créer une espèce de canon. Et cette arme
ça aurait été très facile de l'incorporer à plein de moments juste pour le fanservice. Et en fait, il l'incorpore dans une scène tellement loin dans la BD que j'ai même oublié qu'elle existait en fait. Et quand ils l'ont fait, je me suis dit ah purée, c'est cool. Parce que c'était le moment de l'utiliser et parce qu'ils en avaient pas besoin avant. Et ils ont jamais rien fait de gratuit. Ils sont vraiment axés sur les personnages en fait. Puis après, tu m'as expliqué aussi que c'était un côté un peu what if, donc c'est-à-dire que ça va pas s'inscrire dans le reste de la continuité des séries. Donc du coup, c'est un peu comme si on n'aime pas les séries qui ont suivi, on peut se dire ah bah tiens voilà, on va réécrire l'univers d'une autre façon. Et ça aussi, ça peut être intéressant. Là, en plus, ils sont partis sur la toute première série qui a marqué, vraiment les générations. À mon avis, il y a une grosse partie de nostalgie derrière tout ça. Et non, mais disons que c'est pas juste genre allez, donnez-nous votre argent aux sales fans, prenez l'objet collector et voilà. Tu vois, je prends l'exemple de Star Wars, qui est quelque chose que je lis quand même pas mal. Et il y a certains titres en comics, mais il y a des fois, c'est vrai, je les prends parce que voilà, je décidais que sur les bouquins, il fallait que j'ai tout. Mais il y a des titres, c'est juste horrible, il se passe rien. Tu prends le titre Star Wars, il te place des trucs comme ça en référence, mais ça sert à rien, il pouvait s'en passer. Poe Dameron, ça sert à rien non plus. En plus, ils ont un problème avec Star Wars, c'est qu'ils sont tenus par les films. Parce que ce qu'ils font peut pas trop impacter les films, parce que... C'est ça. En fait, ce qu'ils sont surtout, c'est sur la période de trilogie. Et il y a que Poe Dameron qui est entre les épisodes 6 et 7. Donc ils sont très fermés, alors que s'ils prenaient d'autres périodes, par exemple toute la période de l'Ancienne République, un peu refaire ça, ou même aller plus loin dans le temps, ils auraient plus de liberté, ça serait plus intéressant. Et c'est un peu ce que réclament aussi les fans, parce que là on commence un peu à regretter l'univers légende en quelque sorte, qui avait pris plus de liberté aussi quoi. Là ça souffre pas de ça, c'est vraiment comme je dis, ça réincorpore pas mal de trucs. Il y a même des moments où ils me font marrer parce qu'il y a des histoires de voyage temporel et tout, ils t'expliquent ce qui s'est passé pendant que les Rangers étaient pas là. Et tu vois des caméos en fait de personnages de l'univers Power Rangers qui sont censés arriver plus tard. Et ils sont pas importants dans l'histoire, donc si tu les connais pas, c'est pas grave. Mais pour le fan qui sait qui ils sont, c'est marrant de les voir passer parce que tu comprends en fait l'ampleur de pourquoi on te les montre dans cette séquence en t'expliquant que le monde est en train de partir en live complet et que si ces personnages étaient là à cette période-là de l'histoire, c'est parce qu'ils en avaient vraiment besoin et que malheureusement ça a pas suffi. Enfin, ils vont vraiment, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils vont très loin non plus, faut pas exagérer, mais j'étais très content du résultat, ça fait très plaisir. Du coup, je l'ai même rajouté à ma liste parce que je veux la suite. Ah, tu veux la suite? Ouais, James nous avait dit vous en lisez 5 ou 6, j'ai lu tout ce qu'il y a, donc 24. Ah ouais. C'est marrant, ça t'arrive souvent ce genre de choses. Moi ça m'est arrivé sur le titre qu'on avait fait là, qui se passe en Angleterre dans la fac là. Unwritten? Ah non, Gotham Academy. Comment? Non, le truc que j'étais venu ici dans l'émission là, que c'était des filles qui étaient en fac. Giant Days. Voilà, ça, pareil, il y a la suite qui sort bientôt d'ailleurs. Ah, ça m'intéresse, tu vois. Parce que c'est pareil, j'avais tout dévoré, c'était vraiment. Moi, je continue là. Je lis, c'était mon plaisir de la semaine dernière parce que j'ai pas le temps de lire des masses. Du coup, Giant Days, c'était. Ah, ça fait plaisir. Ah, mais c'est cool. Du coup, on a un peu fait le tour. Après, on peut conseiller aux gens, là, du coup, ça vaut le coup de lire Power Rangers. Peut-être que déjà aussi, si vous n'avez pas une grosse opinion de la série parce que vous trouvez ça débile, peut-être ça peut vous faire changer d'avis. Peut-être déjà, rejetez un coup d'œil. Vous avez toutes sur Netflix, pour les gens qui ont Netflix, vous avez toutes les séries Power Rangers qui sont disponibles. S'ils ont la patience. Mais c'est vrai que c'est clairement un truc, si t'aimes pas, c'est normal. C'est vrai. Surtout les doublages français, mais c'est. Oui, en plus. C'est magnifique. J'ai regardé ça. Alors, je regarde Power Rangers seul de temps en temps parce que j'aime bien. Mais j'ai regardé ça avec ma sœur et tu te rends compte en fait que c'est totalement différent de regarder ça avec un enfant parce que toi tu vas rigoler au dialogue pourri mais l'enfant le voit pas de la même manière que toi. Et ça se trouve il les voit trop classe, genre mon dieu. Il y a un peu de ça, ouais. Et le truc c'est que j'aime toujours Power Rangers de la même manière que j'aimais ça quand j'étais gamin, même si forcément quand tu grandis tu réalises à quel point certains éléments sont totalement débiles. Mais le côté enfantin du truc est tellement intégral que ça peut pas marcher sans. Et je trouve que justement la BD est un bon compromis entre les deux où il conserve le côté fun et aventure et tout ça tout en te donnant un peu plus de viande en gros. En plus, le dessin est pas si. Le dessin est plutôt sympa. En fait, ça dépend. Sur les premiers numéros, j'avais un peu de mal, et puis après, je trouve que ça allait un peu mieux. Moi, c'est les couleurs qui m'ont plu. Et les couleurs sont super. Les couleurs sont très très bien. Les couleurs, ça. C'est super punchy. Du coup, je veux juste poser une question à lui. Oui. Du coup, tu penses que ça serait impossible de faire un Power Rangers qui serait un peu plus adulte ou qui évoluerait un peu pour s'intégrer à notre époque de maintenant, essayer un peu de révolutionner la recette? Je considère que cette BD, c'est ça. Alors je sais, il y aurait probablement moyen de faire mieux, mais je considère que c'est ça. Et le truc c'est que
Power Rangers souffre un peu de cette vague de certaines personnes qui disent genre moi je suis adulte maintenant, je veux un truc plus adulte, je veux un truc plus mature avec du sexe machin. Et je suis toujours fasciné par ça parce que tu veux un truc plus adulte mais tu veux que ça vienne de personnages habillés en spandex coloré qui tapent sur des monstres avec. Tout à l'heure on parlait de la tortue avec un panneau de signalisation sur la tête. Enfin, c'est pas la franchise à utiliser pour ça. Enfin tu pourrais mais quel intérêt? Oui, c'est un truc pour gosses, il faut que ça reste. Voilà, il y a un peu de ça, ouais. Il faut que les gens n'oublient pas à qui s'adresse ce programme en premier. Et c'est des enfants, voire des adolescents. Oui, des fois, faut mieux pas revoir les trucs que tu as vus. Moi, je sais que j'ai voulu revoir Beetleborg, que j'aimais bien quand j'étais gosse. J'adorais Beetleborg, je ne sais pas pourquoi. J'ai voulu revoir le premier épisode, ça se pique vraiment beaucoup les yeux. Oui, c'est comme ça pour beaucoup de choses. Et ouais, donc. Ouais. Moi, ça me gêne pas, c'est marrant. Hein, je revois les choses. Mais toi, avec tu aimes plaisir. beaucoup les nanars. Moi, j'aime pas manger du caca pour me faire plaisir. Mais c'est parce que tu ne comprends pas ce qu'est le nanar, James, c'est tout. Le caca, c'est les films de Michael Bay. Voilà, ça c'est bien. Snyder. Mais tout ce que tu disais autour de... Ah, c'est méchant. Oh là là. Tout ce que tu disais autour de Cyben, moi ça me fait penser à la canon un peu. Je sais pas si tu connais. C'est tous les gens qui ont produit les films de Chuck Norris et de. J'ai jamais regardé les films de Chuck Norris. Ils ont fait aussi des Jean-Claude Van Damme. Oui, ils ont fait des Jean-Claude Van Damme aussi, ouais. Ce genre de choses. Sport avec le comité. Ouais, le comité. Ouais. Magnifique ce film. D'ailleurs, si vous aimez bien Jean-Claude Van Damme, il y a Julie de 2 heures de perdu qui a lancé un nouveau podcast qui s'appelle Comité, qui est un podcast entièrement consacré à Jean-Claude Van Damme où ils ne font parler que de Jean-Claude Van Damme. Du bonheur. Donc, si vous aimez Jean-Claude Van Damme, okay. Allez-y. Et comme on est dans les recours un peu culturel tout ça, moi si vous aimez bien Power Rangers et si la SF japonaise vous intéresse, pour les gens qui ne sauraient pas, la SF japonaise s'appelle le Tokusatsu, et je connais une chaîne YouTube qui est vraiment très 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 sympa qui s'appelle Tokuscope, qui parle que de ça en fait, donc que du Tokusatsu et notamment de Power Rangers, puisqu'ils font il y a pas mal de, comme les Comic-Con et ce genre de choses, mais entièrement consacré à Power Rangers, et ils vont voir ce genre de choses, et notamment ils ont fait des interviews de le deuxième Ranger bleu. Je crois qu'ils ont Tommy Oliver. Non, Tommy Oliver, c'est le nom du personnage. Oui. L'acteur, je sais plus comment il s'appelle. Jason quelque chose. Ouais, voilà, qui est le Ranger vert qui revient dans plein de saisons. Je crois qu'ils l'ont eu en interview aussi. Je crois qu'ils ont même interviewé Xor à un moment. Trop bien, trop bien. Et en fait, ils parlent de ça, ils parlent de Godzilla aussi et tout. Et c'est vraiment une chaîne YouTube sympa. Je vous la mettrai en description. Vous avez vraiment des trucs. Vous découvrez plein de trucs. Bon, eux, c'est vraiment plus le côté japonais. Ils vont faire des reviews plus des Sentai, quoi, plus que de Power Rangers, mais pourquoi pas, ça va être sympa. Et en plus, ils ont fait pas une review, mais une chronologie par rapport à Godzilla, qui est assez intéressante si vous aimez le style. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Donc je vous le rappelle, c'est Tokuscope. Voilà. Okay, est-ce que vous avez des recours culturels moi, puisqu'on parle justement du thème des Sentai, moi je vous recommande le podcast que j'aime beaucoup, Eti the Podcast, qui avait fait justement un numéro consacré au sujet, donc qui part des origines jusqu'à justement les Power Rangers. Donc si vous voulez avoir un peu plus d'infos, je vous conseille ce podcast qui est vraiment excellent, qui vous rappelle les meilleurs souvenirs des années 80. Ouais. Avec Spades de Comics Fair dedans. Exactement, voilà, entre autres. Juni, est-ce que tu as une reco culturelle? Non, cette semaine non, j'en aurai probablement la semaine prochaine par contre. Donc voilà, t'attends quoi avec impatience ça fait non, je ne dirai rien. Surprise. Il y a un truc que j'arrête pas de continuer, on va dire This Is Us. Parce que c'est, je peux même pas en parler en fait, juste This Is Us. Regarde. T'en as à quelle saison? J'ai tout vu, j'ai tout vu. T'as vu le final? Oui. Tu as vu la saison 2, un certain épisode? J'ai mis 2 semaines à m'en remettre. Je te jure, j'ai pas pu voir la suite. Il faut que je vous avez un épisode de Geek en série qui est consacré à This Is Us. On vous dit notre amour pour cette série et pourquoi il faut absolument la regarder. Le final est vraiment bien. Le final est vraiment très tout cette série est géniale. Tout est bien, voilà. Prenez des kilos de mouchoirs. Oui. Est-ce que tu veux résumer pour les gens qui ne sauraient pas? On a 2 minutes. C'est compliqué à expliquer parce que même le premier épisode a des spoils majeurs. C'est une série qui suit des gens. Il y a 3 personnages principaux. Il y a un
Randall qui a été abandonné par son père biologique et qui du coup retourne le chercher et essaye de renouer des liens et toutes les implications que ça a sur sa famille parce qu'il est marié et qu'il a 2 filles. Il y a Kate qui se caractérise principalement par le fait que c'est une femme avec pas mal d'insécurité, notamment liée au fait qu'elle est en surpoids et qu'elle essaie de lutter contre ça et qu'elle essaie de vivre sa vie à côté sans que ça lui bouffe trop son moral. Et Kevin qui est l'archétype du beau gosse acteur extrêmement populaire mais qui a une crise existentielle parce que il se rend compte qu'en fait sa vie est totalement vide et dénuée de sens ou de véritable profondeur et c'est probablement la série la plus humaine que j'ai vue depuis très longtemps. Chacun des personnages a vraiment l'air d'être une vraie personne et tout le drama en fait qui découle de leur situation est super organique, super vrai et ça fait pleurer à chaque fois parce que juste la bonté de chacun des personnages est tellement géniale que j'en suis... C'est clair. Mais on pleure mais en même temps ça fait du bien. Ouais. Enfin moi je sais que cette série tu vois elle m'a beaucoup aidé personnellement, elle m'a fait pas mal évoluer et c'est pour ça que vraiment je la recommande aux gens parce que c'est la vie, c'est le bonheur. Et il y a je ne le dirai jamais assez, le meilleur père de toute série, de toute fiction je pense, Milo, confondue, oui, qui jouait par Milo Ventimiglia, qui était dans Heroes, qui jouait le héros dans Heroes. Et qui a joué dans Rocky Balboa. Ouais. Voilà. Et il y a Stallone aussi dans... Ouais, il y a Stallone, justement c'est pour caméo. Ça aussi qu'il est venu faire un caméo parce qu'il s'était bien entendu. Donc voilà, on vous conseille This Is Us parce que c'est vraiment très très cool. Du coup, moi je vous dis qu'on peut se retrouver sur internet, en podcast, et notamment si vous l'avez pas encore écouté, on a sorti le 2e épisode, le 3e devrait bientôt sortir de Ciné Blabla où on vous parle de cinéma. Donc de ce qu'on a vu, c'est vraiment plus tranquille. Avec une nouvelle équipe et des gens cool. Donc, voilà, il y a aussi le Geek en série qui est sorti la semaine dernière sur Brooklyn Nine-Nine. Ouais. Et lundi, je l'annonce, dans la prochaine émission, on parlera de Star Trek Discovery avec un invité. Je voulais pas le dire encore. Tu veux pas le dire, bon. Alors chut, James. Bon, en tout cas, c'était vraiment une émission que j'ai beaucoup aimé faire. On a eu vraiment une discussion très intéressante autour de la série et de l'univers. Donc voilà, rendez-vous donc lundi prochain à 17h justement Comics Discovery. Et tu fais ta pub? Ouais, j'en profite. Ok, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, Comics Discovery, sur notre site internet comicsdiscovery.fr. Et comme vous voyez, on est un peu en galère en galère. On manque un peu de membres en ce moment. Donc si vous lisez des comics et que vous êtes sur Montpellier et que vous avez envie de discuter avec nous autour d'un micro, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit mail à contact@comicsdiscovery.fr. Voilà, ou via les réseaux sociaux, un petit message privé, et on vous répondra avec plaisir. Même sur le site, il y a une page contact où vous avez un formulaire à remplir. Donc voilà, si vous avez envie de discuter avec nous, on vous accueillera avec plaisir. Et voilà. On va finir avec un morceau de Jamiroquai que j'avais choisi pour Faye, mais finalement c'est pas son préféré. Non, à chaque fois tu confonds le morceau en plus. Mais c'est pas grave, j'aime quand même. D'accord, c'est pas grave. Bon allez, on vous laisse avec ça. À la semaine prochaine, bye.